Merci à tous d'être là. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous sommes Françoise Clairet et Émilie Martin et nous sommes orthophonistes et auteurs de matériel de rééducation. Nous sommes également les auteurs de la méthode d'apprentissage de la lecture parée au décodage et d'un ouvrage qui s'intitule Accompagner les élèves différents, qui sont tous deux publiés aux éditions Hachette. Donc cette conférence est la troisième d'une série de 4 et sera, comme les autres, disponible en replay sur YouTube. Alors, apprendre sollicite toujours de nombreuses compétences cognitives. Peu à peu, les apprentissages se construisent grâce à la démarche d'essai-d'erreur et à la persévération pour aboutir à une automatisation qui permet de réinvestir ces apprentissages. Cependant, parfois apprendre est difficile quand celui qui doit apprendre présente des troubles spécifiques des apprentissages, qu'on appelle troubles 10, car il résulte d'un dysfonctionnement chez un sujet qui a par ailleurs des compétences intellectuelles normales. Il existe différents types de troubles 10 qui peuvent atteindre l'apprentissage du langage écrit. Il s'agit alors de la dyslexie, qui concerne donc les difficultés d'acquisition de la lecture, et de la dysorthographie, qui concerne, elle, des difficultés d'acquisition de l'orthographe. Ces deux troubles sont toujours liés, on parle alors de dyslexie, dysorthographie. Les troubles 10 peuvent aussi atteindre l'apprentissage du langage oral. Il s'agit alors de la dysphasie et l'apprentissage de la motricité. On parle alors de dyspraxie, qui concerne les troubles de la coordination motrice et de la planification des gestes. Et également la dysgraphie, qui concerne les troubles de la réalisation des gestes de l'écriture en particulier, qui peut être isolée ou bien associée à la dyspraxie. Et enfin, l'apprentissage du calcul et du raisonnement logique peuvent également être atteints, et il s'agit alors de la dyscalculie, qui concerne donc les troubles spécifiques de l'acquisition de l'arithmétique et des compétences logico-mathématiques. Ces troubles peuvent coexister, et on parle alors de troubles multidys. Bien entendu, tous ces troubles ont des répercussions importantes au niveau des apprentissages. De nos jours, 400 000 élèves sont en situation de handicap en France et sont scolarisés soit en milieu ordinaire, soit dans des structures spécialisées grâce au concept d'école inclusive. Cela représente une augmentation considérable qui modifie considérablement également la tâche de l'enseignant puisque depuis 2005, date de la loi pour l'égalité des droits et des chances, le nombre de ces élèves a triplé. Pour permettre à ces élèves de poursuivre une scolarité dans les meilleures conditions possibles, il est indispensable de mettre en place des aménagements pour pallier leurs difficultés et puis aussi des moyens de compensation pour les contourner. Cependant, il est difficile de savoir quelle aide est la plus adaptée à la situation de chaque élève et de déterminer quels seront les moyens de compensation à mettre en place car tous ne conviennent pas à tous. Bien entendu, on ne demande pas aux enseignants de poser un diagnostic, là n'est pas leur mission. Mais il est certain que pour permettre à ces élèves à profil particulier de poursuivre leurs apprentissages dans les meilleures conditions possibles, il est nécessaire de construire un partenariat cohérent entre les différents intervenants, l'école, les familles et les thérapeutes. Aujourd'hui, on va donc aborder les troubles du développement psychomoteur en nous attachant d'abord à définir les différentes dyspraxies ainsi que la dysgraphie et à mesurer leurs conséquences en classe et dans les apprentissages. Puis on va proposer des aides permettant de faciliter l'apprentissage pour ces élèves. Et enfin, définir quels sont les moyens de compensation pertinents quand les aides ne suffisent plus et quand il faut contourner le trouble pour maintenir l'élève dans une posture d'apprentissage. Après cela, on prendra un temps pour répondre à vos questions. On va donc commencer par évoquer les troubles du développement psychomoteur et notamment la dyspraxie. Donc la dyspraxie, c'est un trouble de la coordination motrice d'origine développementale. C'est un trouble de la planification et de la programmation des gestes complexes, intentionnels et finalisés. Et ceci en l'absence de troubles intellectuels ou de troubles neuromoteurs et dans un contexte de stimulation suffisant. La dyspraxie se caractérise par une lenteur. Je vous remets le diapo. Hop, ça saute beaucoup aujourd'hui, désolé. Donc la dyspraxie se caractérise par une lenteur et un manque de précision, un défaut d'anticipation et aussi une mauvaise utilisation des contrôles visuels et des contrôles proprioceptifs lors du mouvement. La proprioception, c'est le sens qui permet de repérer son propre corps dans l'espace.
Donc la dyspraxie entraîne un retard du développement psychomoteur, une maladresse importante et des difficultés de construction, et elle a des répercussions dans tous les domaines d'apprentissage. Ces enfants sont très conscients de leurs difficultés et du décalage de leur production par rapport aux résultats attendus. Elle se manifeste de façon variable. Elle peut apparaître au sein d'un développement psychomoteur précoce ou alors être isolée et puis concerner que les gestes appris. Elle sera alors repérée plus tardivement. La dyspraxie est un handicap invisible qui est trop souvent mal reconnu ou mal identifié, qui concerne quand même 2% d'enfants avec une prévalence plus importante chez les garçons. Comme la dyslexie, c'est un trouble durable qui ne disparaît pas à l'âge adulte, même si les troubles s'atténuent avec les apprentissages, bien sûr. On est souvent déstabilisé par les difficultés rencontrées par ces enfants qui parlent bien, qui s'expriment bien, mais qui sont incapables de dessiner un bonhomme, d'écrire leur prénom ou d'attacher leur manteau. Alors, quelles sont les différentes dyspraxies? On distingue différents types de dyspraxie. Pour commencer, la dyspraxie constructive qui concerne les activités d'assemblage et la dimension spatiale. L'enfant a des difficultés dans les activités de construction quand il s'agit d'assembler deux objets, par exemple. Alors, souvent, il se désintéresse de ces activités et se tourne tout naturellement vers les jeux symboliques, puisqu'il a par ailleurs beaucoup d'imagination et de bonnes compétences verbales. On observe également fréquemment des difficultés d'habillage dans la dyspraxie constructive. La dyspraxie visuospatiale associe aux troubles praxiques des troubles du regard. Donc les troubles sont intriqués avec des difficultés d'analyse visuelle, des difficultés à reproduire un dessin par exemple. Elle sera particulièrement invalidante avec les exigences scolaires de lecture qui demandent un balayage visuel opérant et toutes les situations qui impliquent la coordination oculo-manuelle, comme le comptage d'objets par exemple. Les repérages spatiaux sont également atteints, que ce soit pour se repérer sur une page ou faire des allers-retours entre deux documents. La dyspraxie idéatoire touche la conception de l'acte à accomplir et donc les gestes complexes qui nécessitent une planification de l'action. Par exemple, pour me brosser les dents, je dois déboucher le tube de dentifrice, tenir la brosse à dents d'une main, avec l'autre, presser le tube suffisamment, mais pas trop, pour faire sortir juste la bonne quantité de dentifrice, l'étaler sur la brosse, ajouter un peu d'eau, etc. Cette dyspraxie entraîne des difficultés à réaliser des gestes impliquant des manipulations d'outils comme utiliser un tournevis, craquer une allumette, planter un clou, ou même se servir de couvert ou écrire. La dyspraxie idéomotrice touche le système cérébral qui fait le lien entre l'idée du geste à réaliser et le geste moteur. Donc elle entraîne des difficultés à réaliser les gestes symboliques et des mimes en l'absence de manipulation d'objets. Faire chute, mimer l'action de jouer de la trompette sans trompette, faire semblant et imiter les gestes réalisés par un autre. En général, elle est assez facile à reconnaître, et notamment lors de l'apprentissage des comptines à gestes, on la repère à ce moment-là. La dyspraxie motrice touche les gestes moteurs qui permettent d'enchaîner une séquence de gestes. Elle peut atteindre à la fois le versant moteur et le versant sensitif, qui permet de contrôler et de réguler le geste. L'enfant a des difficultés à réaliser des activités motrices simples, comme courir, découper, descendre un escalier. Il réalise ces actions de façon maladroite. Les enfants dyspraxiques peuvent aussi être mal latéralisés. Ça veut dire qu'ils ont du mal à choisir la main dominante, notamment pour tenir leur crayon. Ils sont aussi en difficulté pour se repérer entre la droite et la gauche sur leur corps, mais aussi sur l'espace feuille ou dans l'espace de façon plus globale. Et puis, ils peuvent aussi rencontrer des difficultés de langage en raison d'une mauvaise coordination des gestes bucco-faciaux. On parle alors de dyspraxie verbale. Cette dyspraxie, elle aura des conséquences au niveau de l'articulation notamment, mais aussi au niveau de la déglutition. On pourra observer un bavage. Alors, on va parler des conséquences de la dyspraxie. La dyspraxie, c'est donc un trouble qui a des répercussions majeures qui concernent la vie quotidienne comme la scolarité. En classe, les difficultés de ces élèves entraînent une lenteur. C'est un problème majeur qui impacte grandement la scolarité. Ainsi, lorsque l'enseignant demande aux élèves de sortir leur cahier, de l'ouvrir à telle ou telle page, de faire l'exercice numéro tant, les autres élèves ont déjà fini alors que l'élève dyspraxique n'a pas encore commencé parce qu'il n'arrive pas à s'organiser, il est lent. Et puis, ces difficultés entraînent aussi des difficultés de motricité fine.
Dès la maternelle, ces enfants sont mis en difficulté dans tous les exercices qui font appel à la motricité fine, le dessin, le découpage, le collage, mais aussi dans toutes les activités d'autonomie, pour mettre son manteau, pour aller aux toilettes, se laver les mains. Et souvent, ils passeront pour immatures, alors que ce ne sera pas forcément le cas. On peut aussi attribuer ça à tort à de la mauvaise volonté. Et puis donc la dyspraxie entraîne une dysgraphie. Le graphisme est toujours atteint chez les enfants dyspraxiques, mais l'inverse n'est pas systématique. Donc on a des enfants dysgraphiques qui n'ont pas de dyspraxie. La dysgraphie, elle se caractérise par différents éléments. La réalisation du geste graphique, elle est lente et elle entraîne une grande fatigabilité. Elle n'est pas automatisée et nécessite toute l'attention. L'élève ne peut pas se concentrer sur autre chose. Et puis, elle est irrégulière et fluctuante dans sa forme. Donc là, on vous a mis un exemple. On voit que certaines lettres sont formées correctement, d'autres non. Parfois, on est sur la ligne, parfois, on ne l'est pas. On voit une dégradation. Et on voit aussi que certaines lettres identiques ne sont pas tracées de la même manière. La dysgraphie constitue donc un obstacle majeur aux apprentissages, car il faut que le geste graphique soit automatisé pour pouvoir utiliser des fonctions cognitives plus complexes. Donc, elle entraîne elle met en difficulté les élèves quand ils sont en double tâche, en situation de double tâche. Par exemple, lorsque l'élève est en situation de rédiger un texte, de noter une leçon ou de répondre à des questions, il se retrouvera en situation de double tâche. Comme le geste d'écriture n'est pas automatisé, il lui demande une attention très coûteuse et il ne pourra pas en même temps réfléchir à ses réponses et à planifier son geste graphique. Donc là, on vous a mis une petite illustration de la double tâche. Donc à gauche, on est sur une tâche qui est automatisée, donc on considère que le graphisme est automatisé. Donc on voit là en bleu qu'elle nécessite peu de ressources attentionnelles. Il reste donc en vert beaucoup de ressources attentionnelles pour se concentrer sur ce qu'on veut écrire, etc. Quand le graphisme n'est pas automatisé, comme dans la dysgraphie, eh bien, elle utilise énormément de ressources attentionnelles. Il reste donc en vert très peu de ressources attentionnelles pour se concentrer sur ce qu'on est en train d'écrire, sur l'orthographe, etc. On a détaillé un petit peu plus, ce qu'est la double tâche dans notre conférence sur la dyslexie, donc vous pourrez aller la voir après si vous voulez. En tout cas, l'évaluation scolaire, elle va être faussée, en tout cas impactée par les difficultés rencontrées par l'élève dyspraxique pour réaliser la tâche attendue à cause de cette dysgraphie. Puis la lecture est également impactée. Les enfants dyspraxiques ont également des difficultés pour contrôler et coordonner les mouvements de leurs yeux, comme le montre cet enregistrement des mouvements oculaires. Et on voit bien sur cette illustration que le balayage visuel est tout à fait anarchique. La lecture sera donc rendue complexe en raison de ces difficultés visuelles. Les dyspraxiques auront du mal à suivre une ligne, à se repérer dans un texte, dans un tableau ou à y chercher une information. La lecture sera alors caractérisée par une lenteur importante et une fatigabilité notable. Les élèves auront du mal à utiliser et automatiser la voie d'adressage et à se constituer un stock lexical orthographique. Ils feront aussi de nombreuses erreurs visuelles sur les mots proches, ainsi que des sauts de ligne qui rendront difficile la compréhension. Cette dyslexie dite visuelle est secondaire aux troubles visuels, c'est-à-dire qu'elle en découle, et en général, elle n'est pas associée, comme c'est le cas habituellement, à des difficultés phonologiques. Ces élèves n'auront donc pas de difficultés de mémoire verbale ou de confusion de sons, de confusion phonologique. Et puis, la dyspraxie entraîne également des difficultés au niveau des acquisitions mathématiques. Ils ont du mal à coordonner leurs gestes pour dénombrer une petite quantité, et cela aura des conséquences très néfastes sur la construction de la permanence du nombre, puisqu'en comptant la même collection d'objets, ils peuvent tomber sur des quantités complètement différentes. Aussi, la répétition d'exercices de dénombrement doit être adaptée pour permettre la construction du nombre, fondement essentiel du calcul. De la même façon, le comptage sur les doigts ne sera pas très opérationnel en raison de leur difficulté à dissocier leurs doigts. Et puis, en raison des difficultés spatiales et notamment de la reconnaissance de la droite et de la gauche, il leur sera difficile de distinguer 25 de 52, ce qui gênera la construction de la numération positionnelle. Alors, il sera également difficile de poser une opération, d'aligner les chiffres les uns sous les autres, et a fortiori d'effectuer tous les balayages visuels nécessaires lors d'une multiplication à deux chiffres.
L'utilisation d'outils étant peu opérante, il leur sera également difficile d'utiliser la règle, le compas, de tracer des segments, de relier deux points, etc. C'est aussi l'analyse de figures qui sera difficile à appréhender, comme la lecture de cartes, de graphiques, de schémas, avec des conséquences très néfastes sur les apprentissages qui en découlent bien évidemment. L'apprentissage de l'heure avec un cadran à aiguille sera difficile et l'utilisation d'horloges digitales plus aisée. Les conséquences en classe de la dyspraxie concernent également la méthodologie, parce que compte tenu des difficultés d'organisation spatiale et temporelle, c'est toute la méthodologie qui sera entravée. La dyspraxie affecte l'organisation du travail, la capacité à se repérer dans le cahier de texte, dans l'emploi du temps, dans les différents supports mis à disposition pour ranger les documents. Ce sont des enfants qui ont toujours le cartable plein de feuilles chiffonnées dont on ne sait que faire, puisque en effet, à cause de la lenteur, ils n'ont pas eu le temps de noter tout en entier. À cause de leurs difficultés de repérage, ils ne savent pas où ranger leur travail. Et enfin, à cause de leurs difficultés pratiques, ils n'arrivent pas à glisser la feuille dans la pochette transparente ou dans le classeur, ni à la coller dans le cahier. Alors, ça atterrit dans le cartable en vrac. Ils sont donc doublement pénalisés puisque les difficultés rencontrées en classe se répercutent à la maison, où ils ont à apprendre leurs leçons sur des supports illisibles ou incomplets. On le voit, la dyspraxie affecte les apprentissages scolaires dans tous les domaines et pénalise toute la scolarité. Et compte tenu de ces répercussions sur l'ensemble des domaines d'apprentissage, on réserve en général à ces élèves des voies professionnelles, débouchant sur des professions dites manuelles, pour lesquelles ils sont particulièrement incompétents. Au niveau des conséquences à la maison, les enfants dyspraxiques rencontrent des difficultés pour beaucoup de gestes de la vie courante. Les parents le savent bien et s'ajustent tout naturellement aux difficultés de leur enfant. Parce que s'ils attendent qu'ils s'habillent tout seuls avant de partir à l'école, ils n'arriveront jamais à l'heure. Donc, ils les aident peut-être plus que d'autres. Et comme la dyspraxie, elle est souvent attribuée à tort à de l'immaturité, ils reçoivent toujours des incitations à donner à leur enfant plus d'autonomie. Et cela a bien entendu des répercussions importantes sur la vie sociale, d'autant qu'étant très conscients de leurs difficultés, l'estime de soi est en général très affectée. Alors, on va donc aborder les aides à l'apprentissage de la motricité que l'on peut mettre en place. Donc, pour aider à l'apprentissage des habiletés motrices en maternelle, on pourra apporter des aides verbales et des aides proprioceptives. Les enfants dyspraxiques sont friands de petites histoires. Ce sera donc utile de passer par la verbalisation pour leur permettre d'intégrer les différents gestes qui sont nécessaires à la réalisation d'une praxie. Donc ici, par exemple, pour le dessin, pour apprendre à dessiner un bonhomme, on va leur apprendre une petite comptine qui va leur permettre de se souvenir de chaque étape. Donc, on va leur dire, pour faire un beau bonhomme, je commence par la tête, elle est ronde comme une pomme, toute prête à la fête. J'ajoute 2 yeux tout ronds avec un point dedans, un petit nez en pont, mon bonhomme est content, etc. Pour apprendre à découper, on peut leur proposer le jeu du crocodile, donc en mettant en place une progression. Donc la première étape, ça va être d'apprendre à ouvrir les ciseaux et les fermer. Donc on va leur dire, le crocodile veut manger le poisson, il ouvre grand la bouche et hop, il ferme pour dévorer le poisson. Et puis, on va leur apprendre ensuite à avancer les ciseaux, en racontant pareil une petite histoire, à suivre une courbe, en suivant la rivière, etc. Beaucoup d'apprentissages peuvent en fait être séparés comme ça en séquences, que ce soit sous forme de consignes ou simplement par la verbalisation des étapes qui sont nécessaires à la réalisation. Et puis donc, je disais qu'on pouvait aussi apporter des aides proprioceptives. Il existe par exemple des coloriages avec des contours en relief qui permettent de ne pas dépasser. Le contrôle visuel étant défaillant, on passe dans ce cas par le contrôle proprioceptif qui fait sentir pour de vrai en fait la limite. Il est possible aussi de marquer soi-même les contours d'un coloriage ou d'un autre support en utilisant un pistolet à colle. Ça fonctionne aussi pas mal. Alors, pour aider à l'apprentissage de l'écriture. Donc les enfants dyspraxiques étant bien aidés par la verbalisation, on l'a vu, ce sera utile lors de l'apprentissage des gestes de l'écriture. Donc c'est pour ça qu'on s'est attaché dans notre méthode de lecture paréodécodage à détailler chaque étape pour la réalisation du tracé des lettres. Donc on va leur expliquer que pour faire un A, on leur dit, pour faire un A, je fais une lune, un bâton qui descend et une bouche. Et comme ça, ils mémorisent
toutes les étapes du tracé. La méthode Janot ou la méthode du petit chien, c'est une méthode qui a été développée par Josiane Janot pour faciliter l'apprentissage du tracé des lettres. Elle s'appuie, elle, sur 2 dessins, le petit chien et le jet d'eau, qui contiennent les tracés principaux qui sont nécessaires pour la réalisation des lettres. Pour le A, on va dire que l'on fait le museau du chien, le jet qui tourne, une patte et la queue. Donc là aussi, on va détailler chaque petite étape et ça va être très aidant pour nos élèves dyspraxiques. Pour aider au repérage sur la feuille, il existe du matériel qui permet d'aider ce repérage en cas de troubles visuels. L'équipe de l'hôpital Bicêtre, Charrière et Galbiati, a mis au point un code couleur avec le cadre coloré qui représente la terre, le ciel, le feu vert pour démarrer et le feu rouge pour s'arrêter. Les lettres marchent sur la ligne de terre marron et les petites lettres montent jusqu'à l'herbe verte. Les grandes lettres montent jusqu'au ciel et les lettres qui descendent vont jusqu'à la ligne de feu, la ligne rouge. On trouve ces feuilles sur le site de Serpodil ou sur le site du Cartable Fantastique également. On peut également utiliser des feuilles qui comportent des lignes en relief et qui constituent alors des aides kinesthésiques. Pour aider à l'apprentissage de l'orthographe, on peut reprendre quelques-unes des aides qui ont été détaillées au cours de la conférence sur les troubles spécifiques du langage écrit, notamment celles qui s'appuient sur le versant sémantique ou verbal. Donc, ça va être l'orthographie illustrée qui met comme ça en exergue là, les particularités orthographiques, l'épellation, les aides sémantiques comme nourrir prend 2 R car on se nourrit plusieurs fois, les aides morphologiques, petit prend un T muet pour préparer petite, toutes ces choses qui vont bien les aider à fixer l'orthographe. Pour aider à certaines acquisitions mathématiques, notamment le dénombrement, il est important de proposer très tôt, dès le plus jeune âge, des situations de manipulation avec des gros objets qui permettent de construire des représentations mentales sur lesquelles s'appuieront les acquisitions mathématiques ultérieures. Alors, il peut s'agir d'installer 3 nounours dans une pièce et de donner à chacun un gobelet ou de cubes en mousse, etc. Concernant le dénombrement, on peut aussi utiliser des supports qui comportent une alternance de couleurs, permettre à l'élève de compter des objets physiques en les plaçant dans une boîte ou faire barrer les éléments au cours du dénombrement sur une feuille. Pour faciliter l'apprentissage des tables et des techniques opératoires, on peut s'appuyer sur le verbal ou le sémantique pour aider à mémoriser les tables d'addition ou de multiplication. On peut proposer également des gabarits, comme ceux que l'on peut trouver en annexe dans notre livre ou encore sur le site du Cartable Fantastique. Et puis, on peut également enseigner une procédure ritualisée de pose d'opération en passant par le verbal. On va dire, pour calculer 24 plus 36, je mets le chiffre des unités sous le chiffre des unités, le chiffre des dizaines sous celui des dizaines. Je commence par les unités, 4 plus 6 égale 10. Je pose 0, je retiens 1. Voilà, 2 plus 3, ça fait 5, plus 1 égale 6, ça fait 60. L'objectif de l'emploi de ces aides verbales est que les enfants puissent se les approprier pour se les dire dans leur tête et les intérioriser. Alors, quels aménagements peut-on faire pour compenser les troubles de la motricité? Tout l'enjeu des moyens de compensation, ça va être de proposer aux élèves dyspraxiques des supports leur permettant d'accéder et d'être évalués sur les mêmes compétences que les autres élèves, mais on va utiliser des moyens différents. Ainsi, un élève qui devrait copier toutes les phrases d'un exercice de conjugaison pour être évalué sur sa connaissance des verbes serait pénalisé parce qu'il va être incapable de transcrire de façon correcte ses réponses, même s'il connaît ses conjugaisons. On n'évaluerait alors pas sa connaissance du verbe, mais sa capacité à restituer ses connaissances par le biais de l'écriture. Donc, on va mettre en place des moyens d'aménagement. Le premier, ça va être de limiter l'écrit. Quelles que soient les aides à l'apprentissage employées pour certains élèves, l'entraînement intensif à l'écriture ne permet pas de rattraper le décalage. Ça n'a donc pas de sens et ça peut aussi conduire à un épuisement inutile au détriment des apprentissages scolaires. La priorité, ça va être donc de réduire la transcription pour leur permettre de faire les mêmes acquisitions que les autres, mais en passant par des voies différentes. Donc en maternelle, par exemple, si on propose un travail d'identification des formes et si on demande de colorier en vert les carrés, on pourra leur dire de juste faire un point vert.
Ça va être déjà beaucoup plus simple au niveau praxique. Ou alors, on peut leur donner les formes et ils doivent mettre dans la boîte uniquement les carrés. Voilà, l'objectif, c'est de distinguer les formes, d'évaluer ou de s'entraîner sur cette compétence et pas d'évaluer les capacités de coloriage. De la même manière, pour écrire leur prénom, si c'est trop difficile, on va pouvoir leur proposer déjà de surligner le bon prénom parmi plusieurs, ou bien d'utiliser des lettres mobiles pour construire leur prénom. En primaire ou au collège, on va limiter l'écrit en proposant des exercices à trous, par exemple, ou bien en permettant de surligner les réponses. Donc on peut dire à l'élève de surligner la question d'une couleur et puis les éléments qui permettent d'y répondre dans le texte. On peut aussi proposer, quand c'est possible, la dictée à l'adulte. C'est le plus efficace, mais on sait bien qu'en classe, c'est pas toujours simple de le mettre en place. Donc, on va permettre de donner les réponses à l'oral. Et puis, donner les supports écrits des cours pour que l'élève ne soit pas en double tâche, qu'il puisse écouter. Sinon, il utilise toute sa concentration pour écrire la leçon et le résultat est peu lisible, bien souvent. Avoir le support du cours lui permettra de disposer chez lui d'un support d'apprentissage sur lequel il va pouvoir s'appuyer. On peut également proposer un tutorat avec un élève plus à l'aise pour aider à l'organisation en classe, pour noter les devoirs, préparer le cartable. Et enfin, proposer, lorsque la copie est indispensable, de mettre le modèle à copier près de lui, parce que du coup, ça va être compliqué au niveau visuel de noter ce qui est écrit au tableau et faire sans cesse des allers-retours. Donc déjà, si on donne le modèle et puis que l'élève le place juste à côté, ça va être pratique. Soit il le pose à l'horizontale, pour certains, ce sera plus simple à la verticale. Voilà, donc ça, c'est à tester. Alors, d'autres moyens de compensation, on va réduire la quantité. Le fait d'accorder plus de temps n'est pas toujours possible. Et puis, comme pour tous les troubles 10, de façon générale, on peut plutôt opter pour une réduction de la quantité. Accorder plus de temps entraîne au final beaucoup de fatigabilité. Et puis, adapter la présentation. Il sera important d'aérer les supports de façon à les rendre le plus lisibles possible, de limiter les distracteurs visuels et puis de favoriser ceux qui ne comportent pas trop d'éléments, qui sont bien contrastés. Par exemple, là, on vous a mis 2 images de fleurs. Bien la première, elle est peu lisible en fait pour un élève dyspraxique qui a des problèmes de reconnaissance visuelle. Et on va préférer une image en noir et blanc, très contrastée, ça va être beaucoup plus clair. L'information passera plus facilement. On propose alors des supports qui permettent de travailler la compétence à proprement parler et non la forme. Ça va être vraiment notre objectif principal. Pour exemple, voici l'adaptation d'un tableau à double entrée tel qu'il peut être proposé. Donc, dans le premier tableau, les élèves vont devoir redessiner le pion, le rond, le triangle de la bonne couleur pour compléter leur tableau. Pour l'élève dyspraxique, on va lui proposer d'utiliser déjà les petits pions, ce qui va permettre d'éliminer la tâche de transcription et donc de dessin là, des formes. Et puis, on a facilité un peu le tableau en intégrant les couleurs dans les cases, dans des petits pots, sachant que ça va être une première étape et on pourra au fur et à mesure estomper ce moyen de compensation si on voit que pour l'élève c'est possible et par exemple mettre les couleurs en haut et plus dans les cases. En tout cas, on va maintenir le fait de ne pas avoir à dessiner, sachant que ça va être très coûteux pour cet élève. On peut également adapter les supports de lecture pour pallier les difficultés de coordination oculomotrice de la dyslexie secondaire, de dyslexie donc visuelle. Donc, on pourra proposer des textes avec une alternance de couleurs par ligne, comme sur le document 1, qui permet de faciliter le retour à la ligne. On pourra également augmenter la taille des interlignes, la taille de la police et élargir l'espacement entre les lettres. Ça, c'est des aménagements qu'on a détaillés un peu dans la conférence sur la dyslexie, dysorthographie. On pourra également mettre en couleur les syllabes pour faciliter le repérage dans le mot, et notamment pour les mots longs. Marquer également le début des lignes avec des tirets ou avec des points pour favoriser le repérage et le retour à la ligne. On peut alterner les couleurs des points pour augmenter encore plus la visibilité des lignes, comme sur le diapo par exemple. Dans les exercices de compréhension écrite, on peut proposer
de donner les questions au préalable pour rendre la lecture intentionnelle et faciliter la recherche des éléments qui permettent de répondre aux questions. C'est-à-dire que ça permet d'éviter la tâche de lire la question et d'aller rechercher. Là, on échappe à une étape, puisque si on lit la question au préalable, et ben, quand on lit, on peut aussitôt noter la réponse. Dans les exercices, on peut également faire une correspondance entre la couleur de la question et le paragraphe permettant d'y répondre, par exemple. Au niveau mathématique, de la même manière, bon nombre de supports peuvent être adaptés et on pourra constituer une petite boîte d'aide qui seront fort utiles. On pourra y mettre les supports sur lesquels on peut s'appuyer pour comprendre la numération positionnelle, additionner, retrancher, comme la bande numérique par exemple. Mais également les supports pour aider au comptage sur les doigts, les supports qui permettent le repérage entre les unités, les dizaines et les centaines. Le code couleur mis en place doit être le même évidemment sur tous les supports. Et puis on peut également mettre les supports pour poser les opérations et puis tous les autres supports comme les tables de multiplication et les tableaux de conversion pour ceux qui en ont besoin. Alors, les outils d'adaptation pour les élèves. Donc, beaucoup d'outils à usage scolaire sont difficiles à manipuler. Il en existe de nombreuses adaptations qui rendent leur utilisation plus facile. Pour aider à avoir une bonne posture, on peut placer un marchepied sous les pieds de l'enfant ou bien un élastique. Ça va permettre de stabiliser le bas du corps et donc de libérer le haut du corps et de faciliter toute la motricité fine effectuée par le haut du corps. Certains embouts facilitent aussi la préhension du crayon. En général, on les connaît. On peut également utiliser un élastique pour maintenir le stylo dans la bonne position. Il existe aussi des règles avec une poignée qui sont plus faciles à maintenir, d'autres qui ont un petit caoutchouc qui le permettent en fait de mieux adhérer à la feuille, ou bien des poignées qu'on peut fixer sur une règle directement. Et puis des outils adaptés pour la géométrie comme des compas, des équerres, des rapporteurs et des outils pour les activités manuelles comme les ciseaux ou la gomme. Donc on peut les trouver dans des magasins spécialisés ou sur le site Optoys. Donc là par exemple, on a un compas avec un petit embout pour mieux le tenir. L'équerre, elle a pareil une petite poignée. Le ciseau du milieu, la paire de ciseaux du milieu, là, un petit ressort qui permet de faciliter l'ouverture. Et là, on a une tenue un petit peu plus, plus globale quand les gestes sont plus difficiles. Et la gomme, là, voilà, elle a pareil une forme un peu ergonomique pour faciliter la prise en main. Et puis les règles de lecture qui permettent de compenser les difficultés dues aux troubles visuels et qui améliorent le balayage visuel. Ou bien poser une opération, poser les opérations, ça entraîne une fatigabilité importante. On pourra proposer d'utiliser la calculette quand ce ne sera pas l'objet de l'évaluation, en problème par exemple. Voilà, c'est vrai que faire poser à chaque fois les opérations, ça va être coûteux et au final, si l'objectif c'est de voir si l'élève a compris, on peut lui enlever cette tâche-là à réaliser en utilisant la calculette. On va aussi utiliser un timer visuel, enfin on peut, ce qui va permettre aux élèves de se repérer dans le temps, malgré les difficultés à lire l'heure. Donc, ça permet de dire, voilà, là tu as par exemple 45 minutes pour réaliser ton exercice. Et donc, au fur et à mesure, le rouge va s'enlever. Et donc, l'élève pourra s'organiser, voir qu'il lui reste encore pas mal de temps ou qu'il n'en reste plus trop. Et il va apprendre à mieux évaluer le temps comme ça. Et puis, pour faciliter la lecture, mais aussi l'écriture, on peut utiliser un plan incliné. Alors, concernant les outils informatiques, la question de l'ordinateur est essentielle parce que c'est l'aide qui est systématiquement préconisée en cas de dyspraxie pour pallier la dysgraphie. Pour autant, si l'usage de l'ordinateur s'avère indispensable, notamment au collège par exemple, sa mise en place n'est pas simple et nécessite un apprentissage rigoureux, faute de quoi on peut trouver son utilisation décevante. Les élèves dyspraxiques doivent dans un premier temps apprendre, avec l'aide d'un ergothérapeute, le clavier. Par ailleurs, ils doivent également se familiariser avec l'organisation inhérente au bon usage d'un ordinateur, le classement des dossiers, l'organisation des cours, etc. Et avec la manipulation des logiciels spécifiques comme GeoGebra pour les mathématiques, les logiciels de dictée vocale, de lecture, de prédiction orthographique.
Comme ces élèves ont du mal à s'organiser dans les tâches matérielles, on comprendra bien qu'avant d'être opérationnels avec cet outil, ils auront à faire un long apprentissage. L'idéal serait donc de commencer cet apprentissage en primaire et de le poursuivre au collège pour être opérationnel au lycée. La priorité sera donc de réduire la quantité d'écrits au travers des adaptations mises en place, tout en accompagnant en dehors de la classe dans un premier temps l'apprentissage de l'outil informatique. Au début, il ne sera utilisé que chez l'ergothérapeute, et puis au domicile pour les devoirs, et enfin en classe. Mais il faut garder à l'esprit que l'aide de l'AESH sera indispensable dans un premier temps pour permettre à l'élève d'apprendre à utiliser son ordinateur, de gérer le transport du cartable, des affaires, de l'ordinateur, du casier, qui restent des choses très complexes pour un dyspraxique. Le but de l'utilisation d'un ordinateur est in fine de permettre une autonomie, mais elle ne se fera pas sans un long apprentissage préalable. Par ailleurs, beaucoup de smartphones permettent maintenant d'intégrer un scanner qui peut s'avérer un outil très efficace. Parce qu'en effet, à partir d'une simple photo du cours, on peut éditer un fichier PDF que l'on peut ensuite faire lire, surligner, envoyer par mail, enregistrer dans l'ordinateur. Il comporte également d'autres outils intéressants comme les agendas, les timers, etc. Il existe aussi des souris scanners qui peuvent se glisser très facilement dans un cartable, ainsi que des stylos scanners qui permettent de lire un document avec une oreillette, comme on vous l'a montré lors de la conférence sur la dyslexie. Alors, on voulait également vous montrer quelques outils. Donc, on voulait vous parler de Josiane Caron-Santa, qui est ergothérapeute et qui a mis sur YouTube beaucoup de vidéos qui présentent ses astuces pour aider les enfants dyspraxiques à développer des compétences. Donc, il peut être intéressant de s'y référer. Voilà, elle a des petites vidéos sur comment découper, comment bien tenir son stylo, etc. Avec des petites histoires notamment qui sont vraiment destinées aux enfants dyspraxiques. On voulait également vous parler du site du Cartable Fantastique qui a été créé par Caroline Huron et qui met à disposition un certain nombre de supports permettant une adaptation des exercices pour les élèves dyspraxiques. Il propose également des exercices sous format numérique qui peuvent être une alternative pertinente. Le site permet en fait de donner le même exercice sous des formes différentes à toute la classe. Donc pour les élèves sans difficulté, on a un support papier. Et puis pour les élèves dyspraxiques, on a une version numérique. Ainsi, il n'y a pas de perte de contenu, mais une simple adaptation du support. Donc là, on a l'exercice pour la classe entière, complète à l'aide de la table d'addition. OK. Touk, touk, touk. Et alors là, l'élève dyspraxique, il va avoir à son écran les mêmes opérations, la même consigne. Hop, il coche sa réponse et ensuite il y a une petite flèche et il passe et en fait il va avoir sur son écran une addition par addition, ce qui lui permet d'éviter d'avoir tout le problème de balayage visuel et à la fin on peut éditer le document. L'ordinateur ne va pas du tout donner la réponse à l'élève, on édite le document et puis la correction se fait en classe entière comme avec les autres. Donc, on va conclure rapidement cette troisième conférence. Avant de passer aux questions, faute de temps, on n'a pas pu vous présenter tous les documents modifiés tels que vous les trouverez dans notre ouvrage, mais sachez que vous y trouverez également des outils d'adaptation à employer directement comme un modèle à compléter pour la présentation des leçons, des exercices et des évaluations, ainsi que des gabarits qui permettent de poser les différentes opérations et puis des mains à découper pour faciliter le comptage digital. Bien entendu, ces aides et puis ces aménagements peuvent être mis en place même si le diagnostic n'a pas encore été posé. Cela permet de gagner un temps précieux. L'idée, c'est vraiment d'observer, d'analyser les difficultés des élèves pour mettre en place des aides aux apprentissages efficaces et puis quand cela ne suffit pas, de proposer des moyens de compensation. Voilà, puis ces aides et ces moyens de compensation doivent être maintenus lors des évaluations. On n'aurait pas l'idée de retirer des lunettes à un élève pour les évaluations. C'est la même chose pour les adaptations qui sont mises en place pour un élève 10, qui sont en fait formalisées dans le PAP. Ces aides doivent évoluer au cours du temps en fonction des progrès et puis de l'évolution des exigences. Elles devront donc régulièrement être réévaluées, notamment lors des équipes éducatives. Voilà, mais je pense qu'on a assez parlé et on va vous laisser poser vos questions. Alors, la première question, si on suspecte un enfant d'être dysgraphique, vers quel professionnel faut-il l'orienter? Psychomotricien ou orthophoniste? C'est un psychomotricien. C'est les psychomotriciens qui évaluent les troubles de la motricité.
Alors, quand et qui peut effectuer un diagnostic sur la dyspraxie? Donc, quand, ça peut être assez tôt et qui, donc, Françoise vient de répondre, mais pour quand, en fait, dès que, enfin, il y a des bilans spécifiques et c'est quand on remarque qu'il y a des difficultés. Alors, c'est ce que je disais au tout début, c'est qu'en fait, il y a certains enfants chez qui les troubles vont se manifester très tôt et d'autres chez qui ça va se manifester que sur les gestes appris, donc un peu plus tard. Alors, comment aider les enfants présentant des difficultés en graphisme en CE2, aménager, alléger, mais comment aider à améliorer l'écriture? Alors, ben voilà, nous, ce qu'on préconise vraiment, c'est de passer par le verbal, donc par la décomposition des gestes graphiques tels qu'on Émilie en a parlé, l'a présenté dans Paréo décodage, notamment pour l'apprentissage des lettres. Ceci étant, il faut savoir passer à autre chose quand c'est plus suffisant, quand c'est trop coûteux en fait au niveau attentionnel. Pas hésiter, soit à utiliser la dictée à l'adulte, soit mettre en place assez rapidement l'ordinateur. Alors, comment aider un lycéen dyspraxique à gérer son temps? De lui apprendre à utiliser les timers déjà pour que ce soit pour le travail vraiment scolaire, mais aussi peut-être dans les actes de la vie quotidienne, pour que la construction du temps se fasse au fur et à mesure. Et puis sinon, ça va être l'aider en nous lui donnant le travail au fur et à mesure. En fait, on va organiser le temps pour lui au départ, pour qu'il puisse s'approprier un petit peu ces aides. Concernant les moyens financiers pour aller voir un un psychomotricien, alors il y a des psychomotriciens qui exercent dans des structures type CMP, CMPP, pour lesquelles du coup il n'y a pas d'avance de frais à faire pour les parents, pour les familles. Et puis également, sinon, on peut demander à la MDPH, par exemple, que soit en général, quand on fait un dossier, la MDPH peut prendre en charge les séances de psychomotricité ou même d'ergothérapie pour apprendre l'usage de l'ordinateur. Faut-il une ordonnance du médecin traitant pour faire un diagnostic auprès d'un professionnel? En général, oui, c'est nécessaire. Enfin, pour la psychomotricité, pas forcément, mais en orthophonie, c'est obligé, par exemple. Sinon, les personnes ne seront pas remboursées par la sécurité sociale. Et d'ailleurs, et nous, on n'a pas le droit d'exercer sans ordonnance, en fait. Concernant l'élève suivi par un graphothérapeute qui détecte une dysgraphie, je ne sais pas. Voilà, ce qu'il faut savoir effectivement, c'est que la dysgraphie, c'est un trouble qui perdure. C'est-à-dire que avec un entraînement, c'est un peu comme ce qu'on disait au niveau de la dyslexie, on peut avoir des difficultés qui évoquent une dysgraphie. Et puis, si avec un travail spécifique, elle s'atténue et on arrive à avoir une écriture, pardon, un geste graphique qui s'automatise, alors c'était pas une dysgraphie. La dysgraphie va rester présente, va rester durable et elle s'atténuera, mais elle ne cédera pas. Pour les enfants mal latéralisés, à quel âge s'inquiéter? Et donc, on parle d'un enfant en petite section qui utilise les deux mains pour dessiner chaque côté du bonhomme, par exemple. Donc, bon, petite section, il y a d'autres élèves qui doivent être dans le même cas. Ce qui est important, c'est que la latéralisation elle soit faite avant l'apprentissage des gestes de l'écriture. Ça va se faire petit à petit. Là, ce qu'on voit, c'est que cet enfant, il ne croise pas, en fait, a priori. Il n'utilise pas sa main droite pour écrire à gauche, et donc il utilise la main gauche pour écrire à gauche et la main droite pour écrire à droite. Donc ça, c'est spécifique du petit enfant, et normalement, ça évolue, et au fur et à mesure, l'enfant va croiser. On peut essayer de l'inciter à utiliser la main droite pour colorier à gauche, ou la main gauche pour colorier à droite, pour voir là où il est le plus à l'aise. Le but, c'est de ne pas imposer le côté. Maintenant, après, si ça persiste, faire un bilan, ça peut être intéressant. Chez un psychomotricien plutôt. Oui. L'ergothérapeute va, lui, davantage intervenir au moment de la primaire, CE2, CM à peu près, pour l'apprentissage du clavier, des gestes, voilà, toute l'organisation, des logiciels aussi d'aide et de compensation. Comment optimiser le travail fait avec l'orthophoniste en classe? Je pense que ce qui est important, c'est d'avoir déjà une bonne communication, ce qu'on s'efforce de faire pour notre part, c'est-à-dire en assistant aux équipes, en échangeant fréquemment
avec les enseignants et puis les familles, et puis en donnant des objectifs communs. Je pense que c'est vraiment intéressant. Comment aider les enfants dans les dictées quotidiennes? Les dictées à trous sont-elles suffisantes? Elles sont intéressantes. Après, s'il y a possibilité, ça peut aussi être la dictée à l'adulte, du coup en demandant à l'élève d'épeler le mot. On peut aussi faire des dictées à choix multiples. Oui, c'est ça, avec plusieurs propositions où on surligne, hop, au stabilo, la bonne réponse, par exemple. Ouais. Et puis réduire la quantité et voilà, si on veut vraiment faire une dictée, réduire la quantité, ça va être indispensable. Et il va falloir faire en sorte de ralentir pour que l'élève ait le temps en fait. Donc ça va être une dictée un peu individuelle pour qu'on attende que l'élève ait fini d'écrire pour l'aider à écrire. Mais c'est vrai que l'idéal, ça va être la dictée à trous ou la dictée à choix multiples. Un dyspraxique est-il forcément dysgraphique? Belle écriture, mais très lente. En général, la dyspraxie, oui, est associée à la dysgraphie. Alors, si la belle écriture dont je vous parlais, très lente, occasionne une surcharge, bon, à ce moment-là, les aménagements dont on a parlé peuvent être pertinents. C'est-à-dire que si c'est trop coûteux, alors est-ce que c'est lié à une application excessive ou est-ce que c'est vraiment la réalisation du geste moteur qui demande une compensation, enfin, qui mobilise toute l'attention? À ce moment-là, on peut effectivement, là aussi, réduire la part liée à la transcription et passer par d'autres biais. Comment optimiser le travail fait avec l'orthophoniste en classe? Donc, du coup, je vais répondre, mais de manière plus globale. Ce qui est intéressant, c'est de réussir à se mettre en contact, nous, avec les enseignants, et puis les enseignants avec les différents professionnels qui travaillent avec les élèves. C'est ce qui va vraiment permettre d'optimiser tout le travail qui est fait à l'extérieur de l'école. C'est le lien, en fait, le lien entre école, maison et thérapeute. La communication, donc j'ai pas de réponse toute faite à vous dire parce qu'en fait, ça va être en fonction de chaque élève, en fonction de chaque enfant et d'où est-ce qu'on en est dans la rééducation. Alors, est-ce pertinent de proposer des mots mal orthographiés aux élèves 10? Non. C'est pas pertinent de proposer des mots mal orthographiés. Alors, du coup, effectivement, si on rebondit sur la question précédente où on proposait un choix multiple, on peut proposer un choix multiple, du coup, peut-être plutôt sur des accords, grammaticaux où pour le coup, on n'a pas de mots mal orthographiés, mais on fait un choix. La dictée en CP sur l'ordinateur fonctionne très bien. Oui, nous, on utilise aussi pas mal sur tablette l'application dont tu parlais, la magie des mots, Émilie. Donc, ça permet avec des enfants, même jeunes, hein, c'est-à-dire avant l'apprentissage du clavier et tout ça, d'utiliser déjà l'outil informatique pour transcrire. Enseignante en REP, j'ai une petite fille qui est dyspraxique. J'étais rassurée dans le sens où les aménagements que vous avez proposés, ce que j'ai mis en place en classe, ce qui me bloque beaucoup, ce qui me frustre et ce qui frustre la petite fille dont j'ai en charge la lecture, effectivement, c'est son problème de lecture. Moi, ce que je voudrais savoir, concrètement, on est en avril, elle commence à déchiffrer, elle va aller au CE2. Qu'est-ce que je peux lui apporter de plus? Moi, je passerai par, c'est ce que nous, on utilise beaucoup, hein, c'est tout le matériel qu'on a créé dans la boîte de jeu, dans l'application, dans la boîte de jeu, matériel de manipulation de pari au décodage, qui permettent vraiment d'automatiser le déchiffrage, en fait. Les jeux de reconnaissance visuelle, les jeux de discrimination auditive, s'appuyer sur la phonologie, enfin, c'est des jeux qui permettent bien de débloquer la lecture et d'améliorer la vitesse de lecture. Alors du coup, un élève diagnostiqué dyspraxique peut-il avoir une bonne lecture à voix haute? Oui, parce que donc certains vont avoir des troubles visuels, mais il y a d'autres types de dyspraxie dans lesquels les troubles visuels seront moindres et donc pour certains la lecture sera meilleure. Oui, c'est ça. Et puis moi, j'ai pas mal d'enfants en rééducation qui sont dyspraxiques. Et puis, à force de travail, on a quand même monté une lecture tout à fait opérante, hein. À quoi voit-on qu'un élève dyspraxique aurait en plus un trouble attentionnel? Alors, c'est vrai que c'est difficile. Enfin, surtout, disons qu'il existe deux types de troubles attentionnels, TDA et TDAH, Oui. c'est-à-dire le trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité ou sans hyperactivité. Bon, alors s'il y a l'hyperactivité, je dirais que c'est assez facile à repérer parce que
Bon, l'hyperactivité se repère facilement. C'est plus difficile dans le cas d'un trouble déficitaire de l'attention sans hyperactivité parce qu'on a des enfants qui décrochent fréquemment. Et Oui. c'est toujours un peu difficile de faire la part des choses entre un décrochage qui serait lié à une fatigabilité. Donc, ça a été tellement coûteux, la tâche de transcription, qu'il se fait des petites pauses cognitives, quoi. Ou est-ce que c'est un vrai décrochage? Mais il faut savoir aussi que parfois, hein, les troubles, malheureusement, coexistent, en fait. Ouais, Oui. sont associés, c'est assez fréquent. D'accord. Alors là, il ne faut pas hésiter à faire appel à un neuropédiatre, en fait. Hein. C'est eux, un coup de bilan, c'est quand même intéressant en général. Même au milieu d'une activité, il y a des objets qu'il attrape et qu'il les manipule. Ouais. Vous voyez ça comment, vous, pendant l'activité? J'ai pas compris là. Par exemple, si ouais. on est en train de faire je sais pas, un peu de lecture ou bien que j'ai oublié de lui enlever des objets, on va dire, il va prendre un crayon, bon, voilà, Ouais, toujours en train de manipuler manipuler des choses pendant. comme ça. Ouais. Voilà. Alors ça, bon, on peut pas vous dire comme ça si du coup, oui, il y a un trouble attentionnel associé à la dyspraxie ou c'est des difficultés attentionnelles qui sont liées à la dyspraxie, mais c'est vrai qu'il y a certains élèves qui ont besoin de manipuler pour se concentrer. Et moi, j'ai en effet une patiente dyspraxique qui avait toujours, alors au début, c'était un petit truc vraiment spécial à manipuler. Maintenant, elle est au collège, donc elle a juste un petit bout de pâte à fixe caché dans le taille-crayon et qu'elle a entre les doigts, mais sans ça, elle se concentre en fait pour ne pas bouger, voilà. Et du coup, elle se concentre pas sur le cours. Alors que quand elle a son petit bout de pâte à fixe, elle a comme ça, elle satisfait son besoin de manipuler, de bouger, et elle peut se concentrer sur ce qu'elle écoute. Donc en fait, l'idée, ça va être de ne pas interdire la manipulation des objets, mais de la contrôler pour donner quelque chose qui soit pas gênant pour le reste de la classe, qui tombe pas tout le temps, etc. On va donc conclure. Il y a encore beaucoup de questions. On a envie de répondre à toutes, mais malheureusement, on ne peut pas. Bon, vous trouverez peut-être des réponses supplémentaires dans notre ouvrage ou on se retrouve mercredi prochain pour poursuivre avec plaisir si vous voulez. Donc, on vous remercie vraiment pour votre attention, votre participation pertinente. Voilà, et puis on remercie aussi l'équipe d'Hachette pour leur confiance, leur accompagnement, leur participation active dans la conversation pendant la conférence. Voilà, merci à tous. Merci à tous. À bientôt. Au revoir.